Bonjour à tous, bienvenue sur Zone Fanatique, le podcast 100% fan, 100% nati. Deuxième épisode ce soir, et puis avant de commencer par nos habituelles rubriques, enfin je dis habituel, c'est que notre deuxième épisode, mais voilà, on va commencer par présenter le membre de l'équipe qui n'était pas présent sur le premier épisode. Il s'agit de Osvaldo. Salut Osvaldo. Mais salut Mirko, bonsoir à tous. C'était une présentation rapide. Est-ce que tu peux peut-être te présenter du coup un peu plus en détail à nos auditeurs, Osvaldo? Oui, Et alors tout d'abord, donc je suis membre de l'équipe de Xamcast, comme mes deux collègues du soir. Et si je dois me présenter en prenant un angle un petit peu de la Nati, donc je l'ai suivi depuis le Mondial 2006 en Allemagne, avec grosso modo un intérêt qui a commencé à grandir durant la phase de qualification pour 2006, avec notamment les rencontres contre la France et la Turquie à l'époque. Et c'est vrai que j'ai gardé une attache pour cette équipe nationale et puis un suivi aujourd'hui qui est un tout petit peu plus, je dirais, journalistique que celui du supporter. Donc on regarde un peu cette Coupe du Monde aussi un petit peu de ce point de vue-là. Mais bien. voilà, j'ai grandi avec les exploits de la génération et les performances de la génération Magnien, Yakin, Frey, Benaglio, Barnetta, Zuber-Müller et consorts. Et là, il y a une période où l'équipe de Suisse était quand même était dans une espèce de renouveau en matière d'intérêt national, on va dire. Parce que c'était quelque chose de. On se rappelle notamment des ambiances, des matchs dans le nouveau Wangdorf, dans le nouveau stade de Suisse à Berne contre la France et la Turquie. C'était assez agréable de commencer à suivre l'équipe de Suisse à cette période-là. Ok, très bien, merci Osvaldo. Et puis avec nous ce soir, il y a également Colin. Alors Colin, je peux te dire qu'après le premier épisode, ton absence de t-shirt rouge de la Suisse a fait un peu débat. Malheureusement ce soir, toujours pas de maillot rouge, Colin. Alors tu nous disais en confidence, en fait, c'est un grand supporter de la Suisse qui n'a pas de maillot de la Suisse. Exactement, non, effectivement, le maillot de la Suisse qui a fait énormément de débat, on s'est pas mal foutu de ma gueule chez mes potes notamment. Et non, là, écoute, je suis pas à domicile, du coup, j'ai complètement zappé. Puis j'ai pas un maillot de la Suisse, j'ai un maillot de Première Ligue, de Wolverhampton, ça correspond pas du tout. Et peut-être Voilà, au ça prochain va pas du épisode, tout mais être le sujet. je vous garantis pas au prochain épisode d'avoir un maillot rouge, hein, voilà. Voilà, messieurs, on va se mettre tout de suite au travail et on va passer à la zone rouge. Comme je l'ai dit, on a du job. Alors, messieurs, la Coupe du Monde a débuté. Elle a débuté donc jeudi dernier, et puis elle a débuté surtout samedi dernier pour l'équipe nationale qui faisait son entrée très attendue contre le Qatar. Alors, messieurs, on va pas y aller par quatre chemins. C'était un peu la soupe à la grimace à la fin du match. Grosse contre-performance de l'équipe nationale, hein, on va pas se cacher, qui a concédé le nul contre le Qatar, mais un nul, Colin, qui résonne quand même comme une petite défaite. Ouais, une équipe de Suisse qui manquait d'idées, manquait de tout, manquait d'envie. Une crainte que j'avais un peu en voyant les deux matchs amicaux face à la Jordanie et puis face à l'Australie. Surtout face à l'Australie. Et effectivement, là, ça s'est confirmé dans un match où, franchement, une première mi-temps complète, mais ça manque d'occasion concrète d'un but. Et une deuxième mi-temps où c'était le vide. Honnêtement, c'était le vide. Et se prendre ce but égalisateur par le Qatar à la 4e, bah, c'est la loi, c'est la juste loi du football. Honnêtement, on pouvait pas s'attendre quelque chose de plus. Et on se disait un peu tous entre nous quand on voyait la deuxième mi-temps, on s'est dit oulala, si on se prend un but du Qatar, ça va être chaud. Et c'est arrivé parce que on n'a pas su gérer ce match. Mhm. Alors, une heure avant du coup d'envoi de ce match, la composition était tombée. On se demandait quand même, Osvaldo, hein, est-ce que Yakin allait partir avec une défense à 4 ou allait prendre ce système à 3 qu'il avait testé beaucoup, surtout contre l'Australie en match
de préparation. C'était un peu l'inconnu et Yakin a fait un choix de défense à 3. Ouais, il a fait un choix de défense à 3 qui n'a pas toujours été concluant dans son histoire de sélectionneur. Après, bon, moi, là-dessus, je suis un petit peu. Enfin, les débats sur le système, je suis peut-être un peu plus enclin à les faire d'adversités qui, sur le papier, même si j'aime pas cette expression, sont un peu plus relevées. Et je pense que, très honnêtement, là où se situe un peu la clé pour l'équipe de Suisse dans ce groupe, et c'est le cas pour le match contre le Qatar, mais comme ça va être le cas pour le match contre la Bosnie et contre le Canada, il y a vraiment une clé, il y a vraiment une clé mentale là derrière. Et moi, je suis plus interrogatif on va dire la mentalité, le décalage entre les déclarations des joueurs dans les jours qui ont précédé, même si Xhaka avait un petit peu sonné les cloches à ses coéquipiers, mais j'ai vu beaucoup de déclarations du style les pieds nous brûlent, on est impatient d'entrer dans ce tournoi, on veut marquer l'histoire, etc. Et la première prestation qui sort contre une nation qui, sincèrement, est plutôt faible. Enfin, je veux dire, on a battu récemment des équipes nationales beaucoup plus armées que le Qatar, qui a fait quand même 0 point dans sa Coupe du Monde à la maison. Donc moi, c'est plus l'aspect mentalité générale de l'équipe qui me fait poser question, en fait, que le système utilisé par Yakin, parce qu'à mon avis, l'équipe qui est alignée au départ de ce match samedi est tout à fait en mesure de battre le Qatar. Oui, oui, c'est clair. Alors, on a quand même eu 2 mi-temps qui sont relativement différentes. Les mots que vous utilisez, messieurs, moi, je les utiliserais plus pour qualifier la deuxième mi-temps que la première. Alors, bon, d'entrée, on se fait un petit peu peur avec un mauvais jeu de Manuel Akanji et puis le joueur qatari qui se présente seul, heureusement, avec un petit peu de réussite. Gregor Kobel sauve bien les meubles, mais rapidement après cette action, la Suisse prend le jeu à son compte et puis elle se crée des occasions. Alors, elle conclut cette phase de domination sur un penalty, mais elle a su, en première mi-temps, se montrer dangereuse, se montrer intéressante avec un jeu quand même léché sur les côtés. Ça combinait pas mal entre Zakaria et Ndoye sur le côté droite. Ça combinait aussi bien entre Rodriguez et Vargas sur le côté gauche. On arrivait à étirer un peu comme ça cette défense qatari. Et puis, il manquait finalement qu'une chose, c'est la finition en première mi-temps. Parce que si l'équipe suisse conclut ses actions comme elle l'avait fait en phase de qualification, on le rappelle, il y avait 4-0 contre le Kosovo après la première mi-temps, il y avait 3-0 après la première mi-temps contre la Slovénie, où la Suisse avait développé un jeu léché et avait conclu ses actions avec de la finition. C'est le même tarif pour le Qatar, c'est 3-4-0 à la mi-temps, et on ne vit pas une deuxième mi-temps. Alors, en première mi-temps, la Suisse n'a pas eu cette attitude, je trouve, un peu suffisante. Et voilà, c'est clair que d'un côté, le gardien Abou Nada n'a pas dû non plus faire le match de sa vie en première mi-temps. Il y a eu une frappe de Ndoye pas cadrée, il y a eu il y a eu beaucoup de choses non cadrées, finalement, même si la Suisse a créé des actions. Mais je trouve que c'était plus lié vraiment en première mi-temps à un manque de finition. Vous en pensez quoi, messieurs? Ouais, ouais. Je pense que dans les derniers mètres, ça a manqué de conviction. Moi, j'ai dit à mon père, le lendemain matin, j'ai eu l'impression par moment qu'il y avait cette volonté presque de vouloir rentrer avec le ballon dans le but. Parce que finalement, c'est pas qu'on faisait 500 000 passes, mais dans la dernière zone, quand il s'agissait d'être un peu méchant, et puis d'avoir la méchanceté nécessaire pour justement, encore plus une fois que tu as débloqué la situation. Parce qu'en plus de ça, c'est pas comme si on parlait d'un match que tu as mis 70, 80 minutes à débloquer. Là, le but du 1-0, même s'il intervient sur un penalty, il intervient quand même dans le premier quart d'heure. Et moi, je m'attends à partir de là d'une équipe qui a l'expérience aujourd'hui des tournois qu'elle a, qui a le vécu récent des tournois qu'elle a, qui est double quart de finaliste d'un Euro,
je m'attends à une autre suite de matchs et je m'attends à ce que le 1-0 les booste pour mettre le deuxième, le troisième et le quatrième, quoi. Je veux dire, c'est moi ce qui m'a beaucoup étonné. Alors, on a parlé beaucoup de la chaleur, mais je veux dire, on parle pas de chaleur qui sont impossibles dans ce début de compétition. Honnêtement, quand je suis allé vérifier les températures, c'était des températures qui étaient complètement en comparaison européenne. Je veux dire, c'était pas pire qu'en Europe. Et ouais, moi j'ai cette impression qu'on s'est vraiment, vraiment contenté de ce 1-0 en pensant que ça allait suffire, quoi. Alors que, Ouais. Un but qui, je l'ai dit avant, hein, intervient sur penalty. Alors honnêtement, Colin, dans le direct, on n'a pas compris pourquoi le VAR n'avait pas désavoué l'arbitre sur le terrain, pas pour la faute du gardien qatari qui elle était claire et nette, mais il semblait quand même que Remo Freuler sur la remise de Brelem Bolo était en position potentiellement suspecte. Mais on va clore le débat. En fait, il y avait pas Bah, de jeu. il y avait pas hors-jeu selon la VAR, et puis on peut dire qu'elle est suspecte, mais c'est suivant un angle de caméra, Mhm. et donc on n'est pas apte à juger. Vient ensuite cette faute un peu, cette sortie du gardien qui est ratée, qui touche un petit peu la balle, mais qui surtout touche Freuler et se blesse un peu en même temps, et qui a limite effleuré la commotion cérébrale, hein, parce qu'il fait un Ouais. contact avec la tête, avec le genou de la jambe de Freuler. Ça va pas être très, très sympathique à subir. Et donc, non, bah, ce penalty est sifflé à la 16e minute, et Mbolo s'occupe de la mettre filet opposé du gardien du Qatar. Ouais, beaucoup de sang-froid, peu de marge prise par Brelem Bolo qui marque l'histoire, hein. Il devient le joueur suisse à avoir marqué lors des 4 derniers tournois. C'est quand même une belle performance de la part de Brelem Bolo. Il est arrivé après les autres, mais il était au rendez-vous quand même pour en tout cas pour ce début de match. Oui, en revoyant les images de la VAR pour justifier la décision, en fait, on se rend compte que ils ont pris en fait l'arrière du talon de Freuler et l'arrière du talon du joueur qatari pour mesurer leur jeu et pas la main en fait de Remo Freuler qui potentiellement elle était peut-être quelques centimètres un peu plus en avant. Donc voilà, je trouvais assez intéressant et c'est finalement assez logique, hein, messieurs, qu'on prenne un rapport du corps qui soit le même chez les deux joueurs, à savoir l'arrière du talon. Ou je sais plus Mhm. si c'était l'avant, je sais plus dans quel sens c'était tourné Freuler. Non, mais je crois qu'il était quand même tourné dos au but au moment où Mbolo fait la remise. Et puis tu l'as dit avant, Osvaldo, ben voilà, pas de conclusion, pas ouais, vraiment d'envie de déjà tuer le match en première mi-temps. Et puis on arrive à 1-0 à la mi-temps. Bon, ah messieurs, on est quand même assez serein. On se dit, bon, ben, voilà, la Suisse va continuer sur ce tempo. La défense qatari va fatiguer et puis ça va dérouler en deuxième. Mais du coup, ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, Osvaldo, là, on n'était pas prêt. Honnêtement, mentalement, je crois qu'on n'était pas prêt. ouais, mais moi, en fait, encore une fois, moi, ce qui me frappe avec cette équipe, c'est qu'elle a quand même, du fait de ses performances, notamment récentes à l'Euro, et puis le fait qu'elle a selon les récents résultats, au moment où elle élimine ces deux nations, elle élimine quand même en huitième de finale de l'Euro 2020 le champion du monde en titre et en huitième de finale de l'Euro 2024 le champion d'Europe en titre. Il y a ce truc où il y a une espèce je sens avant chaque compète une espèce de confiance chez pas mal de gens à qui je parle, où on prête à cette équipe un parcours assez hallucinant par rapport à ce qu'elle a pu produire par le passé. Et le truc, c'est que je sens chez ces joueurs une envie dans la parole de clamer de l'ambition, de clamer, etc. Mais je sens pas les choses suivre sur le terrain, encore une fois. Alors, Xhaka a peut-être senti l'odeur de cramer arriver et puis de faire justement, de remettre un peu ses coéquipiers sur le droit chemin après l'un des deux matchs amicaux. Mais le truc, c'est que c'est pas quelque chose qui se soigne en 4 jours, ce genre de mentalité-là. Je veux dire, la génération, par exemple, de la Belgique d'Hazard qui sort de la Coupe du Monde de 2014, si ensuite
elle fait l'Euro 2016 qu'elle fait derrière, c'est parce que des joueurs qui n'étaient pas habitués à être sous le feu de la médiatisation, d'un coup, ont pris un peu de la melonite aiguë, sans s'en rendre compte. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de clameurs d'ambition et puis de discours ambitieux avant la compète. Et que quand on doit assumer justement un statut dans un groupe qui est sincèrement, depuis le début des années 2000 et même depuis l'histoire récente de l'équipe de Suisse en compétition, presque le plus simple de l'histoire. Hein. Parce que j'ai refait avec un ami cet après-midi les groupes, même depuis l'Euro 96 et la Coupe du Monde 94. En comptant le chapeau, on n'a jamais eu un groupe aussi faible hein, en phase finale. Donc, Mm. c'est vraiment à se poser des questions. Hein. Ouais. Colin, comment tu l'expliques, toi, cette deuxième mi-temps où il a manqué de beaucoup de choses, presque de tout à la Suisse pour plier le match? Bah, comme j'ai dit avant, de l'envie, des joueurs qui n'ont pas les, comme l'a dit Mathéo, des joueurs qui n'ont pas les idées en place, malgré un Chaka qui voulait bouger les choses. Et puis, des remplacements que j'ai pas trouvé non plus très convaincants de la part de Murat Yakin. Reader et Manzambi, je comprends, mais un Amdouni que j'ai pas trouvé encore très convaincant et qui manque de rythme, qui sort d'une blessure des croisés. Je comprends pas trop, je comprends pas trop son entrée. Et puis un Mohaim qui malheureusement subit et puis qui met ce CSC en fin de match. J'ai un peu de la peine. Je comprends pourquoi il fait par exemple pas jouer Okafor qui était un peu en pleine bourre en première ligue et qui aurait fait, je pense, un grand bien. Et puis qu'un joueur qui a une mentalité et qui quand même a envie de s'exprimer sur le terrain. C'est un gars, il a envie de rédemption après son épisode avec l'équipe de Suisse. Non, il y a deux trois choses que j'ai pas compris chez Yakin et j'ai trouvé, on a tous trouvé Yakin très passif, que ce soit pendant le match et puis il aurait dû peut-être pousser un peu une gueulante ou quand même dire que c'était pas ce qu'il fallait faire pour comme premier match d'entrée en Coupe du Monde. T'en as 3 joués, ça commence pas très bien quoi. Ouais, non, clairement. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Colin. Pour moi, le Okafor de ces dernières semaines doit passer devant le Hamdouni de ces dernières semaines dans la hiérarchie. Brelem Bolo, c'est le titulaire pour moi, il y a aucun doute. Il a encore prouvé, même si c'était pas son meilleur match, que il pesait quand même sur la défense. Et voilà, il est le premier attaquant de la hiérarchie, le premier centre avant de la hiérarchie. Aucun doute là-dessus. Mais Okafor, je pense que si tu vas le rappeler, si tu vas le rechercher, c'est aussi pour de l'utiliser tout court finalement, j'ai envie de dire, parce que là, on l'a pas vu en prépa. Que voilà, il y a eu ce petit souci où il s'est blessé à l'échauffement. Et puis, mais là, sur un match comme ça, tu dois le faire entrer, sa fraîcheur, sa masse physique aussi doit pouvoir faire mal à des défenses un petit peu fatiguées. C'est l'aspect coaching. Et puis, moi, personnellement, je n'ai pas compris aussi. J'ai eu l'impression qu'en deuxième mi-temps, la Suisse, elle a essayé de perforer dans l'axe, vraiment de passer dans l'axe par Xhaka, par Freuler, mais aussi les autres joueurs. Ils repiquaient très souvent dans l'axe et ils essayaient de perforer, alors que ça ne marchait pas en première mi-temps. C'est justement le jeu rapide sur les côtés, les combinaisons sur le côté, qui ont mis à mal cette défense qatari qui, voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs moyens, mais ils étaient quand même vite dépassés quand ça combinait bien côté suisse. Donc, pourquoi changer de tactique? Je vous avoue que j'ai pas compris. Et Osvaldo, je pense toi non plus, t'as pas compris. Ouais, comme ça, tout d'un coup, on essaie de changer. En plus, eux, ils essayaient justement, les Qataris, d'être compacts, de bien défendre dans l'axe, quoi, dans les zones axiales. Ouais, je t'avoue que sur la trame du match, au début de la rencontre, j'ai pensé peut-être avant la mi-temps qu'on réussirait à mettre le deuxième. Mais au vu de la deuxième mi-temps, il n'y a aucun moment où je me dis cette équipe va réussir à se mettre à l'abri. Et je vais faire une comparaison historique qui vous paraîtra peut-être osée, mais c'est un match qui m'a beaucoup fait penser dans la trame, même si notre adversaire nous avait beaucoup plus mis en difficulté à l'époque, à un autre match d'ouverture de grande compétition qu'on avait vécu à l'Euro 2016 contre l'Albanie. Parce que le contexte est finalement assez similaire. Tu affrontes l'adversaire le plus faible du groupe en ouverture de la compétition. Tu marques relativement rapidement dans le premier quart d'heure.
où tu te dis, bon, ben, l'équipe s'est libérée, c'est génial, machin, elle va pouvoir partir, elle va pouvoir lancer au mieux sa compète. Puis en fait, plus les minutes passent, plus ça s'endort. Et moi, encore une fois, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs encore qui étaient. Enfin, il y a encore des joueurs qui. Non, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais il y a quelques joueurs qui étaient là à cet Euro en France, qui faisaient partie à l'époque des joueurs jeunes, etc., qui devaient encore prendre de l'expérience, puis qui aujourd'hui sont les barons du vestiaire. Et moi, je me demande encore une fois comment ça se passe avec les jeunes. Et finalement, une fois qu'il y a vraiment ces dernières compétitions à gérer où il faut avoir ce rôle de leader, en plus de ce rôle de titulaire, comment ça se passe? La transmission entre un joueur comme Xhaka, d'autres joueurs expérimentés et les joueurs plus jeunes. Parce que c'est sincèrement, cet adversaire-là, samedi, il n'y a juste pas on sait on sait très bien qu'il y a cette fameuse phrase dans le foot, il faut prendre au sérieux chaque adversaire. Il y a plus de petites équipes. Oui, mais la Suisse n'a pas pris au sérieux le Qatar samedi. Hmm. C'est, Disons moi, qu'ils n'ont pas cherché vraiment à tuer le match. Ils n'ont pas mis assez d'intensité dans les duels. Ils n'ont pas eu assez de sérieux dans le jeu collectif offensif, surtout au début. Et puis, on va le voir aussi, messieurs, plus le match avance et moins ils mettent de sérieux défensif. Alors, oui, on peut le dire, en première mi-temps, le Qatar a eu des actions, mais qui sont surtout arrivées sur un peu des erreurs de jugement défensif de la Suisse. C'est pas vraiment le Qatar qui s'est créé des grosses occasions en nous mettant totalement hors de position. Mais plus le match avançait, plus les Qataris croyaient en leur chance. Et quand ils se projetaient, ils essayaient de moins en moins de faire n'importe quoi. Eux, ils essayaient d'écarter sur les côtés, d'éventuellement mettre quelque chose dans la boîte pour avoir un duel, soit un duel qui peut amener un penalty ou un point intéressant, bien alors carrément une tête bien placée. Donc c'est un peu le principe des vases communicants en fait. Moins tu tues le match et puis plus l'adversaire prend confiance déjà dans le jeu défensif, hein, plus le match avançait et puis moins on arrivait à les mettre hors de position. Et puis aussi, tu prends aussi confiance dans ta capacité à te projeter. Et au final, voilà, ça s'est passé à la 94e minute. Et je crois qu'on peut honnêtement le dire, même en tant que supporter suisse, le Qatar n'a pas volé cette égalisation. ben non. Non, clairement pas. Non. Et le truc, Parce c'est que que dans le football, quand tu conclus pas tes actions, eh bien, dans un sens, tu mérites de te faire punir si l'adversaire est en position de te punir. Parce que, on va le rappeler, si on avait eu aussi un match avec de l'envie et du sérieux derrière, le Qatar ne marquait pas. Et ok, ça aurait été un petit 1-0. On aurait dit, voilà, la Suisse n'a pas déroulé, elle aurait pu faire mieux. Mais l'essentiel est là, 3 points, on prend la tête du groupe. Que nos deux adversaires s'étaient aussi neutralisés sur le score de 1 partout. Et puis, on abordait la deuxième journée en position bien plus confortable. Mais il y a aussi eu cette suffisance défensive qui a amené ce but de l'égalisation. Et puis, il y a plusieurs choses qu'on n'a pas aimé sur ce but, Osvaldo. Tu t'en souviens un peu? Alors, on commence par une relance de Yachari très hasardeuse dans l'axe, une perte de balle, quoi, finalement, dans l'axe. Ouais. Puis un jeu qui se développe côté gauche, tu as des doubles, et puis on va pas presser le joueur qui est en position de centrer, ça c'est juste horrible. Le joueur, il a tout le loisir de prendre ses petits pas d'élan, de faire son centre, et puis ensuite, musée des horreurs, quoi, entre Mouhaim et Kobel. Horrible, hein, Osvaldo? Mourane qui ne saute pas. Et puis Kobel qui est le but est sur son poteau et il tend pas les bras, quoi. Il est pas placé, quoi. On avait l'impression que, c'est vrai, il y a beau avoir un joueur qui a centré sans difficulté, un joueur qatari qui a pris le dessus sur Mohamed sans difficulté, puis on se dit, ouais, voilà, quoi, au petit bonheur la chance, quoi. Soit Inch'Allah, il la met à côté, soit on prend le but du 1 partout, c'est pas grave, quoi. Et c'est une passivité, honnêtement, à la 93e, 95e, qui est inexplicable, quoi, pour des joueurs de ce niveau. Moi, Ouais. et face à un adversaire de ce niveau-là, encore une fois, parce qu'il faut le rappeler, le Qatar a fait 0 points en 3 matchs lors de sa Coupe du Monde à la maison, hein. Puis C'est quand même. surtout,
le Qatar n'est pas en grande forme. Le Qatar, j'ai regardé les derniers matchs, ils ont fait match nul contre Salvador, défaite contre l'Irlande, défaite contre la Tunisie et match nul contre la Syrie. Donc honnêtement, c'est une équipe qui ne gagne plus. Et là, ça va peut-être un peu relancer mentalement, de se dire on arrive à Ils prendre n'ont ce pas but. gagné non plus, mais Non, Ouais, mais certes. Mais eux, ils ont fêté comme une victoire. Hein. ouais, Je voulais encore mentionner sur le but, messieurs, le positionnement de Kobel, parce que ce ballon, alors ok, il arrive fort, il le catapulte, mais il l'a pas mis, il n'a pas nettoyé la lucarne non plus, Colin Kobel. Il doit faire 2 pas en direction de son deuxième poteau et être en position d'intervenir. tout à fait. Le Kobel plonge trop tard et puis n'est pas assez bien placé pour arrêter ce ballon qui touche le petit filet. Et puis voilà quoi. Parce que même si, voilà, si elle est puissante, il joue la sécurité, il la boxe devant lui, et puis ensuite, voilà, ça annule la grosse occasion. Ensuite, effectivement, c'est un Qatari qui peut reprendre le ballon. Voilà. Mais là, il fait 2 pas sur sa gauche, il arrive sans problème à la capter, voire à la repousser. Mais là, un gardien d'expérience comme ça, il va pas la repousser vers l'avant, il va la boxer légèrement sur un côté, potentiellement sur le côté gauche, pour éviter qu'il y ait une frappe directe d'un Qatari, si c'est un Qatari qui récupère le ballon dans la zone. Mais là, c'était un manque d'envie et d'impact physique collectif sur ce but. Et puis après, ben voilà, les Qataris, ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis le joueur, il met une superbe tête. Et puis voilà, puis bravo à lui, hein, quelque part. Mais c'est rageant. Et il y a une stat assez effrayante, Osvaldo, qui est apparue dans les médias suisses. Je crois que depuis 2023, c'est la 9e fois que la Suisse se fait rejoindre ou perd un match dans le temps additionnel, voire dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et c'est inexcusable pour des joueurs encore une fois, de cette expérience, de ce vécu. On ne parle pas de gamins, on ne parle pas de joueurs de 17 ans qui en sont à leur première Coupe du Monde, premier tournoi international. Ce groupe, enfin, en tout cas, cette génération, même s'il y a eu entre-temps une rotation et pas mal de joueurs ont pris le relais, hein, mais le noyau dur de cette équipe a été fondé en 2011 à Wembley. Donc, il y a quand même 15 ans d'expérience d'équipe nationale. Et c'est pas possible, en fait. Cette fragilité-là, elle est cette fragilité, parce que c'est vraiment là, il y a une question vraiment mentale. Et quelque part, il n'y a aucun moment où tu peux te dire ou entrevoir un parcours meilleur que d'habitude dans une Coupe du Monde quand tu as ce genre de statistiques qui se confirment, même contre une nation faible comme celle-ci. Je veux dire, après, on est bien d'accord qu'il y a 3 matchs. On est bien d'accord qu'il y a les 8 meilleurs troisièmes qui passent cette année, que c'est loin d'être terminé. Mais la Bosnie, on va en parler après, mais c'est 2 étages au-dessus, 3 étages au-dessus du Qatar. Moi, je suis quand même... quand j'ai regardé personnellement l'autre match de ce groupe vendredi, j'ai dit « Ah, ok, bon, on rentre sur le terrain avec le résultat déjà connu de ce match. On va pouvoir, contre le plus faible de ce groupe, on va pouvoir gagner. » Mais je m'attendais à la limite à galérer, à me dire on gagne sur le score de 1-0, on gagne en galérant. Mais je ne voyais pas la Suisse craquer, même contre une équipe comme celle-là, en fait. Et c'est là que je me dis, ouais, mais le jour J, ils en sont où, les mecs? Qu'est-ce qu'ils font? Enfin, comment est-ce qu'ils se préparent? Alors que on parle de garçons qui ont fait leur trou en Bundesliga, qui ont fait leur trou en Première Ligue, qui ont fait leur trou en Ligue 1, alors pas que dans les top clubs de ces championnats-là, mais qui sont considérés, je veux dire, toute l'année. Xhaka, il est analysé sur les chaînes anglaises, françaises, italiennes. Je veux dire, c'est un joueur qui est reconnu au niveau international. Et finalement, tu te dis, cette Suisse-là, avec ces joueurs-là, elle a raté son entrée en lice contre le Qatar à la Coupe du Monde, quoi. C'est quand même... tu l'as pas perdu, ce match. Je veux dire, franchement, pour le niveau d'expérience qu'elle a, cette équipe, on n'est pas loin des prestations qui ont mené à des défaites contre des nations de ce calibre-là, hein. Enfin, comme c'est arrivé. Parce que finalement, un match nul concédé à la 93e, c'est comme une défaite. Ouais. Voilà, dans un match comme ça, où la prestation collective est globalement insuffisante, c'est très difficile de sortir des individualités quand même, hein, messieurs, sur ce match.
Globalement, c'était moyen à bon en première mi-temps et puis insuffisant sur la deuxième mi-temps pour toute l'équipe, messieurs. Tout à fait. C'est clair. Ouais, enfin voilà, c'est difficile de dire voilà tel joueur ou tel joueur a brillé. Même les entrants, même les remplaçants n'ont pas pu donner ce dynamisme qu'on attendait d'eux. Quand tu rentres du banc, ben ouais, t'arrives, tes coéquipiers sont un peu plus fatigués, les adversaires sont fatigués, donc si tu rentres surtout dans un poste offensif, on s'attend à ce que tu puisses un peu dynamiter. Et puis malheureusement, ni Manzambi, ni Rieder, ni Amdouni au niveau offensif n'ont réussi à apporter ça. Yachari, ben, il a aussi été globalement décevant. Alors, il n'a pas joué beaucoup, mais quand même. Et puis Mouhaim, ben, ça a été compliqué au-delà de cette action du but, il y a déjà eu 2-3 actions avant. Donc voilà, on espère vivement que tout le monde puisse se ressaisir et puis opérer un changement pour le prochain match. Alors c'est l'avantage de ces compétitions, c'est qu'il arrive très vite. Hein. Ça sera Jeudi. Bosnie, si je me trompe pas, ça sera Jeudi le jeudi soir. à 21h, donc pas trop le temps de gamberger. Alors messieurs, il n'y a pas besoin de révolutionner tout le foot de l'équipe de Suisse. On sait qu'elle est capable de faire mieux. Les joueurs le savent aussi. Je pense très clairement que maintenant, c'est là. C'est dans la tête que les joueurs doivent rentrer sur le terrain avec une mentalité complètement différente. Parce que la qualité pour bousculer la Bosnie, on l'a. C'est clair. Mais il faut avoir une autre mentalité. Ben oui, parce que c'est une équipe qui a quand même construit sa qualification pour la Coupe du Monde dans une finale de barrage en mettant. Alors, ils avaient le soutien de leur public à la maison, mais je veux dire, ils y sont allés, ils ont montré que c'était une équipe qui avait du caractère. Les pays balkaniques, déjà historiquement, c'est quand même très doté techniquement parce que ça fait beaucoup de football de rue en étant jeune. Et cette équipe de Bosnie ne fait pas exception. Alors, même si elle a un peu pêché finalement, la Bosnie et la Suisse, dans leurs matchs respectifs, ont connu à peu près les mêmes malheurs. C'est elles ont toutes deux ouvert le score et elles se sont toutes deux un peu reposées sur leur laurier. Et maintenant, la Suisse, qui était quand même logiquement considérée comme la favorite du groupe, ayant aussi trébuché, et les 4 équipes étant à 1 point après la première journée, tout le monde va croire à la première et à la deuxième place. Et ça va mettre la Suisse dans une situation qui est inconfortable parce qu'ils vont devoir sortir le double et le triple d'engagement contre des nations qui sont quand même plus dotées techniquement que le Qatar. La Bosnie, c'est autre chose. Donc, il faut vraiment que ces jours qui les séparent du match, parce qu'en gros, ils ont joué samedi, hein, donc il y a quand même 5 jours, ce qui est plus que dans une compétition où les deux meilleurs du groupe passent. Hein. Petit Une clin d'œil compétition à moins d'équipes, hein, un championnat à 32 équipes, tu joues à peu près 4 jours, tous les 4 jours. Ouais, voilà. Il y a moins de Donc, groupes à faire passer entre temps. Donc, voilà. Donc là, il y a de toute façon un peu plus de temps. J'espère, sincèrement, que la prise de conscience soit là, parce que je veux dire, si tu trébuches contre la Bosnie et que tu ne remportes pas les 3 points, encore une fois, je veux dire, le Canada peut ne pas faire la même erreur que la Suisse et battre le Qatar. Et puis à ce moment-là, les Canadiens, sur un 3e match à domicile, qui auront pris confiance, qui se seront débloqués en Coupe du Monde, voilà quoi. Donc c'est vraiment, on avait l'opportunité de bien démarrer la compétition contre l'équipe la plus faible, et on a laissé filer 2 points qui risquent de nous coûter très cher à la fin de la phase de poule. Et même si on passe, pour la confiance pour la suite de la compétition, bonjour, quoi. ouais. Alors, voilà, moi, pour moi, le statut de l'équipe nationale reste, et là, ce qu'il faut, à mon avis, pour prendre le dessus sur la Bosnie et puis le Canada lors du 3e match. Mais maintenant, le statut de favori, il faut le passer des pronostics des gens qui suivent le foot aux déclarations d'avant compétition ou d'avant match à ce qui se passe sur le terrain. La Suisse de samedi n'a rien à espérer contre la Bosnie et le Canada. La Suisse, des qualifications, a ce qu'il faut pour dominer ces 2 équipes et
terminer première du groupe. On rappelle que si elle gagne ces 2 matchs, 7 points, mathématiquement, à moins que le Qatar fasse aussi carton plein lors de ces 2 derniers matchs, mais elle est pratiquement assurée de terminer à la première place de ce groupe. Colin, il ne faut pas non plus jeter tout ce qui a été fait avant, mais en gros, on se dit un peu, ben voilà, quelle version de l'équipe de Suisse on va avoir contre la Bosnie. Et on sait aussi que dans le passé, l'équipe de Suisse, quand elle a été dos au mur, hein, notamment on pense à l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021, où elle devait absolument battre la Turquie lors du dernier match, et puis elle avait répondu présente lors d'un rendez-vous comme ça. C'est ça, c'est l'aspect mental, l'aspect caractère qui va jouer. Et puis, je pense que, ouais, on espère en tout cas que ce match nul leur a remis les idées en place et qu'il ne faudra pas être autant passif face à la Bosnie, qui est très forte défensivement. Donc, non, on sait que quand la Suisse est dos au mur, elle peut réagir. Et c'est l'équipe de Suisse qu'on espère voir justement jeudi soir. Ouais, complètement. Voilà, on peut passer sans autre à la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est la zone mondiale, c'est l'actualité du reste de la Coupe du Monde. Alors, on vous a fait une petite sélection de matchs, voilà, un peu marquants pour nous depuis le début de la compétition. On va commencer, Colin, par le match d'ouverture qui était, faut-il le rappeler, un remake du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud avec un match, une opposition entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Alors, à la fin de ce match, Colin, on s'est tous dit, on espère que c'était le pire match du tournoi. Ouais, effectivement, remake de 2010 avec le but de Shabalala à la 50e minute et la danse de l'Afrique du Sud, on l'a tous en tête. Ouais, alors on n'a pas fait Shabalala, nous, sur ce match. Non, on n'a pas fait Shabalala puisque c'était une toute autre Afrique du Sud qui rejouait la Coupe du Monde depuis justement 2010, si je ne me trompe pas. Moi, une équipe d'Afrique du Sud, ce que j'attendais un peu parce que il y avait un beau jeu qui était attendu. Et au final, match d'ouverture très compliqué avec une défense à 5 face à un Mexique qui a su être dominant et gagner 2-0, mais que j'ai pas trouvé non plus très convaincant et qui a profité de ces 2 cartons rouges de l'Afrique du Sud pour gagner. C'était un match franchement un peu ennuyant, surtout sur la deuxième mi-temps. Et j'étais quand même un peu déçu du Mexique qui pouvait clairement en mettre 3 ou 4, sachant que l'Afrique du Sud était réduit à 10 et que eux, offensivement, ils avaient les armes. Mais ça a préféré faire tourner la balle, jouer derrière, essayer de trouver des occasions alors que c'était en supériorité numérique. Donc match compliqué, puis on espérait vraiment que c'était le pire de la Coupe du Monde sur les 104 matchs qui vont être joués. Ouais, effectivement. Alors, je sais pas vous, moi, le meilleur moment de match, c'est quand l'arbitre, Monsieur Wilton Sampaio, a dû expliquer en anglais la décision VAR sur le deuxième carton rouge, la tête du joueur sud-africain qui comprenait absolument rien. Memesque. C'était le meilleur moment du match. Meilleur moment du match. Olympique. C'était le meilleur moment du match. C'est une séquence qui, malheureusement pour M. Sampaio, je pense, va traverser cette Coupe du Monde. Elle figurera un peu dans les moments, les funny moments, les funny highlights, comme on les appelle, de cette Coupe du Monde. Mais voilà, pas trop de quoi s'enflammer. Alors, je te trouve un peu sévère avec le Mexique, qui a quand même, par moment, produit un petit peu de beaux jeux, Colin. Mais on attend de les voir contre les 2 autres équipes. La République tchèque, mais surtout contre la Corée du Sud, je pense, qui va produire une opposition sans doute bien plus ardue que l'Afrique du Sud, dont le beau jeu a dû rester coincé avec l'équipe de Suisse dans l'ascenseur de Raymond Domenech, parce que on n'a vraiment pas eu Osvaldo. Ils ont rien produit, les Sud-Africains, on n'a rien contre eux, mais à part découper les Mexicains, ils ont rien fait, quoi. Non, bah c'est bien, ils ont battu un record au moins, c'est le nombre de cartons rouges dans un match d'ouverture, on notera ça de ce match, mais effectivement, c'était pas... Moi, j'avoue que ces matchs-là, je les regarde toujours quand en plus il y a ce petit clin d'œil historique, c'est quelque chose qui me fait souvent marrer, j'ai souvent tendance à écrire à des potes en disant il y a Chabalala qui vient voir le match chez moi ce soir, et ces trucs-là, enfin j'aime bien délirer là autour, après je me rends bien compte aussi que, bon,
En 2010, ils se sont qualifiés parce qu'ils étaient le pays organisateur, même s'ils avaient fait une Coupe du Monde tout à fait noble hein, pour un pays organisateur. Il y a des pays organisateurs de la Coupe du Monde au XXIe siècle qui ont terminé avec 0 point. Mais non, c'était compliqué pour eux. Et puis, effectivement, ça fait partie de ces Bon, équipes maintenant qui feront peut-être un aller-retour dans l'avion. Mais moi, je trouve que, juste pour mettre un bon positif, la cérémonie d'ouverture était pas si mal que ça, hein. Et puis, après, j'étais un peu déçu quand même du public mexicain. Les mecs jouent à domicile dans un stade à 80 000 places et franchement, le public s'est très vite endormi et n'a pas trop encouragé son équipe. Ouais, il faut dire que le spectacle qui leur était présenté, Ouais, aussi, ouais, le, aussi, ouais. le jeu de l'Afrique du Sud, c'était du kick and rush, mais où les kicks étaient ratés et les rushs n'étaient pas effectués, quoi. C'est C'est ça. c'est vraiment, c'était horrible. Vraiment, c'était un c'était peu horrible. ça, ouais. Colin, tu voulais nous parler de l'USA Paraguay. Alors, je pense qu'en Suisse, vous êtes assez peu nombreux à avoir vu ce match, même si ils se disputaient dans la nuit de vendredi à samedi, mais à une heure vraiment. Voilà, les États-Unis jouent, ils les ont mis à une heure confortable pour le public américain, donc c'était une heure dégueulasse pour nous. Mais voilà, tu as bien aimé le jeu de la Team USA. Voilà. Ouais, j'ai trouvé un beau jeu de la Team USA proposé par Mauricio Pochettino avec un immense Balogun qui a mis un doublé et puis un immense Christian Pulisic qui était vraiment en forme les deux et qui ont permis de dynamiter cette attaque de l'Amérique et de mettre ces 4 buts face au Paraguay qui a été assez faible. Et je pensais pas que les États-Unis auraient ce niveau-là, mais depuis quelques matchs, depuis que j'ai vu leur match qu'ils ont fait contre le Sénégal où ils ont gagné 3-2, je me suis dit que ça jouait quand même pas si mal que ça et que au final, ils auraient peut-être un assez beau parcours. Ouais. Effectivement, alors la Team USA, Osvaldo, on les attend contre un adversaire, voilà, un petit peu plus coté pour voir vraiment où il se situe, hein, quand même. Oui, même si, voilà, ça fait quelques années quand même qu'ils ont quelques joueurs qui, notamment sur le plan offensif, évoluent dans des bons clubs européens qui ne sont pas à renier. Mais après, je te suis là-dessus. C'est vrai il va falloir attendre une adversité un tout petit peu plus importante avant de mettre un jugement définitif sur eux. Moi, Ouais. personnellement, j'ai pas vu les highlights, mais voilà, quoi, j'en ai entendu beaucoup de bien. Maintenant, à voir pour la suite de la compétition, même si c'est quand même un sport dans ce pays qui n'a plus grand-chose à voir au niveau de l'équipe nationale par rapport à la dernière fois où les États-Unis ont accueilli cette Coupe du Monde en 1994. Je crois que moi, je suis resté marqué, notamment puisqu'on parle de Coupe du Monde, je suis notamment resté marqué par l'équipe de Klinsmann, notamment en 2014, qui était allé au Brésil et puis qui avait Mm. réussi à sortir pas mal de joueurs intéressants. Et on voit que ils ont continué à en produire, quoi, finalement. Pour un pays Ouais. qui est très axé basket, hockey, baseball et football américain, quoi. Voilà, on attend voir un petit peu plus de cette équipe américaine. On voulait vous parler aussi un petit peu d'un premier gros choc, ou d'un des premiers gros chocs, on va dire, de ce premier match de poule. C'était bien évidemment l'opposition entre le Brésil et le Maroc. Alors, Osvaldo, d'abord, on a été très hype, puis ensuite, on a été un peu déçus, hein, de ce match entre Brésiliens et Marocains. C'est bien résumé. Moi, en fait, je fais partie des gens qui ont un petit peu perdu, c'est un peu triste hein, comme constat, mais qui ont un peu perdu espoir dans une compétition de voir un grand Brésil, parce que finalement, chaque 4 ans, j'ai l'impression que ça se règle pas véritablement pour pouvoir revenir à ce que c'était avant. Puis finalement, cette opposition contre le Maroc, finaliste de la dernière CAN, demi-finaliste de la dernière, sur le terrain, finaliste de la dernière CAN, selon le résultat du match. Et on va pas rentrer dans cette polémique, mais demi-finaliste de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde, qui avait éliminé l'Espagne et le Portugal. J'attendais beaucoup de ce match, et c'est vrai que sans tirer sur l'ambulance, j'ai été un petit peu étonné de la vitesse à laquelle le bon début de match marocain a été étouffé, en fait. C'est-à-dire qu'avec les premières Mm. minutes marocaines, je ne m'attendais pas
à ce que le Brésil égalise aussi rapidement et qu'ensuite ça s'enlise dans une deuxième mi-temps aussi neutre, en fait. C'était très très bien, c'est parti sur des feux d'artifice. Et bah, les feux d'artifice se sont vite éteints, quoi. C'était un 1er août version pauvre. Ouais, parce que les 2 buts, ont été construits sur des actions, magnifiques. Alors après, bon, on peut se dire aussi que les 2 équipes se sont dit: «Voilà, un match nul contre l'autre équipe, forte du groupe, c'est peut-être pas si mal», surtout pour les Marocains. Donc voilà, on peut aussi comprendre, finalement la suite de cette opposition. Heureusement pour nous, c'est la deuxième mi-temps qui a été un peu moins hype, mais voilà, du coup, ça nous a permis de nous endormir peut-être un petit peu plus facilement puisque faut-il le rappeler, ce match a commencé à minuit. Colin, tu voulais nous parler aussi, d'une opposition qui promettait beaucoup sur le papier, mais qui a aussi promis beaucoup sur le terrain. C'est l'opposition de style entre, les Pays-Bas et le Japon. Un match superbe avec 2 équipes qu'il faudra surveiller, hein, dans cette compétition. Ouais, alors c'est pas moi, c'était Mathéo qui voulait en parler, mais j'en parle volontiers des Pays-Bas et du Japon. Ouais, c'est un match assez attendu. On s'est dit que c'est deux bonnes équipes qui affichent un bon niveau. Le Japon, on les connaît en Coupe du Monde, ils sont toujours là et ils ont toujours les épaules pour bien jouer. Et puis en face, une équipe des États-Unis, des États-Unis, des Pays-Bas menée par Ronald Koeman, dont on se souvient qu'elle avait atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Et bon, c'est une équipe un peu remaniée parce que bien sûr, changement de génération. Et c'est deux oppositions de style qui, en première mi-temps, ont galéré un peu, puis en deuxième mi-temps, ça s'est un peu décanté avec 4 buts au final et puis 2 buts des deux côtés. Je laisse la parole à Mathéo parce que c'est Mathéo qui voulait en parler. Mmh. Ouais, non, mais moi, de manière générale, je veux dire, j'ai quand même aimé, là, pour le coup, le schéma inverse, c'est-à-dire une première mi-temps un peu pauvre, et puis finalement avec deux équipes qui ont les arguments hein, pour produire du beau jeu. Le Japon, c'est quand même assez régulièrement des bonnes performances enfin, quand on sait les équipes qu'ils ont souvent eu à affronter, parce j'avais vu finalement que ouais, il y avait jamais aucune équipe, je sais pas quoi, de l'histoire qui avait fait autant de huitièmes de finale sans finalement passer Oui, mais quand on regarde les équipes contre lesquels ils sont sortis. Je crois qu'en 2018, notamment, ils sortent contre les Belges qui vont ensuite en demi-finale, qui sortent le Brésil. Donc, on n'est pas sur des éliminations au rabais. Et finalement, j'ai bien aimé finalement la trame inverse de Maroc-Brésil, c'est-à-dire deux équipes qui n'avaient pas forcément livré la meilleure prestation possible en première mi-temps et qui se sont retrouvés à se réveiller, quoi, finalement en deuxième. Et ça nous a présenté, enfin, ça nous a donné un spectacle qui était finalement meilleur sur la fin. Et ça aussi, quand le match commence à 22h, c'est pas de refus. Ouais, ouais, effectivement. Bah, voilà, c'est 2 équipes qui peuvent, voilà, espérer, aller assez loin dans la compétition. C'est une opposition qui avait un petit goût de quart de finale, hein, ça sans aucun problème. Donc on se réjouit de voir, les Néerlandais, les Japonais, pour la suite de cette compétition. Voilà, on voulait mentionner Osvaldo, là, c'était toi qui voulais mentionner aussi, Allemagne, Curaçao et voilà, une belle entrée en matière de la Mannschaft. On sait que les Allemands, en général, ils font pas les choses à moitié, hein, quand même. Quand ils entrent dans les compétitions, on se rappelle qu'ils avaient collé un 4-0 hein, au Portugal. Il y avait eu comme ça des gros scores. Et là, ils ont évité la vue de Curaçao et c'est leur adversaire qui auront la gueule de bois au réveil. Hein. Ouais, on a beaucoup parlé de cocktails et de margaritas avec Curaçao. Certains se demandaient sur un ton amical si c'était des cocktails ou pas. Mais en fait, oui, l'Allemagne a souvent mis des gros scores en début de compétition. Après, ces gros scores, à l'exception du 5-1 contre l'Écosse hein, au dernier Euro qu'ils ont accueilli chez eux. Ça s'est souvent fait avec la génération des Philippe Lahm, des Miroslav Klose, des Thomas Müller. Moins avec cette génération-là, qui, si on écoute les médias en Allemagne, et notamment le correspondant du football allemand sur RMC, c'est moins une règle. Maintenant, je pense que par rapport à une autre équipe favorite qui est rentrée en lice ce soir contre un autre petit pousset, on va en parler après. Moi, je note quand même le sérieux finalement de l'Allemagne qui, malgré le fait
qu'on pourrait dire ouais, c'est une honte d'avoir pris un but contre Curaçao, ils se sont pas désunis et ils ont finalement répondu de manière plus que professionnelle Ah, avec ils ces se 7 sont de buts. loin pas démunis, ouais. Ouais, C'est le moins c'est qu'on ça. puisse dire. Non, mais parce que c'est vite dit hein, de dire ah ouais, vous avez pris un but contre Curaçao, la honte. Mais les mecs, ils sont remontés sur le cheval et ils ont voilà quoi. Ouais. Ils ont mis la seconde 7 de buts, 6 buteurs différents. Il y a juste Havertz qui a mis son doublé. Voilà, belle performance de la Mannschaft. Ouais, belle performance. Je peux ajouter un petit truc. Oui, vas-y. Bah, une Mannschaft qu'on avait quand même vu très en forme face à la Suisse en match amical lors du dernier rassemblement. Et puis avec un Florian Wirtz virevoltant qui s'était bien affirmé. Et Vite là, on peut le dire, hein, même. ouais, exactement. Wirtz Wirtz-Voltant, ouais, exactement. Wirtz-Voltant. Et un Nagelsmann qui a enfin réussi à mettre une équipe assez stable. Bon, on a vu qu'il y avait quand même eu un petit souci avec Neuer qui a voulu redevenir titulaire, alors que Baumann a fait toute la phase de qualification, ce qui a créé un peu un problème. Mais bon, au final, ça s'est assez réglé. Et puis, une défense assez qui marche très bien, un milieu de terrain avec Pavlovic et Mecha qui marche très bien, puis une attaque assez dingue. Juste point négatif, Leroy Sané qui sort un match horrible, qui n'a ni un but ni une passe D alors qu'il était titulaire. C'est quand même un peu triste. Ah, quand t'en colles 7, ouais, t'es un joueur offensif, t'as aucune stat, Un t'as peu pas fait un honteux. top match. Hein. J'ai envie de dire que Leroy Sané porte de moins en moins bien son prénom au fil des années quand même. Hein. Ouais. C'est pas pour faire le bâtard, mais sincèrement, c'est un joueur qui a pris un virage dans sa carrière. Si on pense à son prime à City notamment, ça fait longtemps que c'est plus le même joueur. Hein. Moi, c'est que On est d'accord. ça fait partie de ces mecs. Sincèrement, je continue de me demander pourquoi il continue d'être convoqué en équipe d'Allemagne. Je veux dire, il y avait un moment donné où on se posait aussi dans cette sélection la question pour Podolski devant, qui était encore présent à l'Euro 2016. Dans un pays qui a quand même, depuis le milieu des années 2000 jusqu'à 10-15 ans plus tard, a vraiment sorti des jeunes en veux-tu, en voilà. La présence de ce genre de joueur encore dans le groupe pose question pour moi. Tout à fait. Très bien. Une autre équipe qui a assuré son entrée, c'est l'équipe de Suède hein, qui a atomisé la Tunisie et la carrière de Sabri Lamouchi, hein, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Ils ont fait d'une pierre deux coups, les Suédois. Alors, si vous nous avez écouté dans le premier épisode, on n'avait rien contre les Suédois, mais on se questionnait beaucoup sur leur présence, vu leur phase de qualification catastrophique. Mais là, ils font tout à l'envers. Hein. En fait, les Suédois, ils ratent des débuts, ils se qualifient quand même. Puis là, ils sont sur une pente ascendante. Vraiment, c'était une Suède de gala. On voit l'influence qu'a Graham Potter au fil des rassemblements. Hein, et puis maintenant, ça commence vraiment à avoir du caractère. Ouais. J'ai déjà fait la vanne sur la magie de Potter, donc je ne la refais pas. Je pensais qu'il a dit Rectus Sempra ou il a dit Expelliarmus avant de prendre l'équipe. On n'en sait rien, mais du coup, alors, ce qui nous a marqué au-delà de la performance suédoise, c'est quand même le choix un petit peu lunaire de la fédération tunisienne. Tu te prends 5-1 au premier match, ben oui, c'est pas top. Oui, tes chances de te qualifier, elles sont assez minces, mais en même temps, tu te dis si la Suède fait carton plein et puis que nous on gagne nos 2 derniers matchs, ben on passe. Mais j'ai envie de dire, d'où tu licencies ton coach en pleine Coupe du Monde comme ça après le premier match. Après, il y avait que l'Italie qui était capable de faire un truc comme ça, j'ai l'impression. Après, il s'était déjà pris 5-0 au match d'avant face à la Belgique en amical. Donc, ça fait 10-1 au cumulé. Je suis d'accord, c'est un peu ridicule comme décision. Et puis, quand tu analyses les forces et présences du groupe, la Tunisie, moi, je les mets 4e. Hein. Oui, on les a tous mis 4e en soi. Et ils ont confirmé sur ce premier match que voilà, ils avaient tout de la dernière place de ce groupe. Mais bon sang, mais tu laisses ton coach et puis si à la fin il fait une Coupe du Monde horrible, tu le démets de tes fonctions. Mais après le premier match, bref. C'est compliqué. Très honnêtement, c'est compliqué à comprendre. Après voilà quoi, je veux dire, on pensait que sur les bancs de certains de nos clubs suisses, on avait tout vu. On m'a dit non, il faut croire qu'il y en a certains qui arrivent à battre des records
de stupidité, parce que là, pour le coup, je suis Non, mais complètement. clairement, vous j'ai- imaginez, en plus, la Mouchi, c'est une légende dans ton pays. Imaginez, la France, elle perd contre le Sénégal et la Fédération française de football licencie Deschamps. Ah, ce Voilà, serait là, très drôle. bon, là, ça serait encore plus ridicule parce que de toute façon, il a dit qu'il partait après la Coupe du Monde. Mais au niveau décision incompréhensible, là, je pense que la Fédération tunisienne place la barre très, très haut dans cette Coupe du Monde pour avoir des décisions plus débiles que celle-là. Et je pense que les joueurs eux-mêmes, ils doivent pas comprendre. Ou alors, Colin, peut-être qu'il y a une mutinerie de vestiaire, les joueurs étaient joués contre. La Mouchi, et puis voilà, mais même ça paraît tellement gros. On est Non, sûr mais pardon. vas-y. On est sûr que le président de la fédération tunisienne, c'est pas un supporter marseillais qui casse des télés par hasard. Parce que ça, c'est typiquement le genre de Non, mais Alors, décision. alors le supporter marseillais qui casse des télés, il est algérien et puis il est pour le Sénégal, donc c'est. Non, mais je rigole, mais ouais, honnêtement, il y a plus ou moins que lui qui aurait pu prendre ce genre de décision, bah, le président d'une j'ai juste fédé, envie de hein. dire, mais quelle lamouchi a appliqué la fédération tunisienne, parce Ben, que c'est exactement pour ça, ouais. prendre cette décision, c'est Sincèrement, voilà, c'est Après, absolument lunaire, quoi. blague après, sous-côté. on connaît la réputation de la Tunisie sur les tournois internationaux. Honnêtement, c'est pas brillant. Et puis, à la CAN, c'était pas très brillant cette saison non plus. On sait qu'à chaque fois, ils tombent contre le Mali en huitième de finale et c'est un match qui finit sur un vieux 0-0 parce que les deux équipes n'ont rien à proposer. Donc non, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, mais le divertissement avant tout. Ah, c'est clair. Voilà, donc s'il y a des connaisseurs de l'équipe de Tunisie qui nous écoutent, des doubles nationaux helvético-tunisiens, ou si cette vidéo ou cet audio part du côté de la Tunisie, on est vraiment preneur d'avoir des explications parce que voilà, on n'a pas compris. On est comme le joueur sud-africain qui écoute Monsieur Sampaio, on n'a pas compris. Voilà, un autre match qu'on voulait citer qui vient de se terminer, enfin qui se termine il y a quelques heures au moment où on enregistre, c'est, je dirais, la surprise. Jusque-là, c'était le match nul du Qatar contre la Suisse, mais on peut sans raisonnablement dire que ce match-là le remplace dans l'effet de surprise. C'est l'Espagne qui écarte 2 points, enfin fait match nul contre le Cap-Vert 0-0. Alors, je crois que, messieurs, pour qualifier ce match, on a quand même envie d'abord de dire bravo au Cap-Vert. Ouais, félicitations au Cap-Vert qui ont fait un super match. On sait que c'est un petit pays de 500 000 habitants et qui sont réussi à se qualifier. Et il fallait tenir la baraque défensivement et ils l'ont fait tout le match face à une Espagne qui a eu de la peine à s'exprimer, qui a quand même gâché des occasions et qui nous a gâché à tous nos pronos sur les groupes de pronostics, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de parieurs qui ont dû péter un câble après ce match-là. J'ai vu qu'il y avait un gars qui avait misé 1 million d'euros sur la victoire de l'Espagne. Compliqué, quoi. Donc, non, franchement, Ouais. grosse félicitations au Cap-Vert pour ce match et cette prestation XXL tout au long. À part Alors, ne ça, pariez pas de l'argent, c'est pas bien. Oui, Et, oui, non, ne pariez pas. non, et puis du coup, c'est pas le pari où il a pris le plus de risques. Et puis, enfin, voilà, du coup, il s'est viandé. Bien fait pour lui, j'ai envie de dire. mais honnêtement, c'est déjà de base dans l'idéal, ne pariez pas, mais même si une mouche vous pique et vous vous dites, je vais me mettre à parier 1 million sur une cote aussi petite, il faut vraiment être débile. Non, mais Ah ouais, sincèrement, non, mais c'est Ouais, non, juste mais on est pour d'accord. Mais par contre, je pense que s'il y a un pari sur le limogeage des coachs pendant les sélectionneurs pendant la compétition, celui qui a parié même un centime d'euro sur le limogeage du coach tunisien, Ouais. ben voilà, je pense qu'il lui, il s'achète une île au Cap-Vert et puis il passe la fin de sa vie tranquille. Et en blague à part, super défense du Cap-Vert, mais on peut pas s'empêcher d'évoquer aussi quand même une Espagne en manque d'idées. Alors, on sait que contrairement à la Mannschaft, l'Espagne n'est pas forcément coutumière des premiers matchs en boulet de canon, hein. On se souvient évidemment tous de la victoire de la Suisse en 2010 contre les futurs champions. Je me souviens aussi d'un match de compétition, je sais plus où l'Espagne avait égaré 2 points lors du premier match aussi. Mais quand même, quand tu es champion d'Europe en titre, quand tu es une des équipes ultra dominantes au niveau de la planète football, voilà, si le plan A ne marche pas parce que l'adversaire défend bien, tu dois être capable de développer un plan B.
Et voilà, alors je me fais pas de soucis pour l'Espagne, ils vont rebondir et puis ils vont Après, devenir de plus en plus dangereux, je pense, quand la compétition avancera. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi un indice peut-être pour les adversaires de l'Espagne, hein, futurs, qui auront peut-être plus d'arguments offensifs que le Cap-Vert pour aller gagner contre l'Espagne. Ça donne un indicateur sur comment on défend l'Espagne, je pense, hein. mhm. Après, il faut noter que l'Espagne jouait quand même sans Yamal qui revenait de blessure et qui est rentré en cours de jeu. Et avec une attaque avec Ferran Torres qui jouait sur le côté alors qu'il est numéro 9 et qui a mis une barre, je crois. Et puis Gavi en ailier alors qu'il est milieu de terrain. C'était pas facile. Et un Oyarzabal qui n'a pas touché la balle pendant 30 minutes de match, ce qui est quand même un record. Ce qui est quand même une des statistiques les plus folles de ne pas toucher. Je crois que c'est plus arrivé genre depuis 1970, un truc comme ça. Donc c'était. Ballon pendant 30 minutes. Voilà, C'est la stat qui est ressortie du match. J'ai vu ça horrible. passer. Donc ouais, match très compliqué pour l'Espagne, match d'entrée très compliqué pour les Espagnols. Voilà, alors on le rappelle, du coup, au moment où on enregistre, on n'a pas encore eu l'entrée en liste de toutes les équipes de la compétition, donc on vous en parlera sans aucun doute dans le 3e épisode où on débriefera le match sur Bosnie. Voilà, on peut passer, messieurs, à la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est la zone libre. Alors, on vous a pas donné la parole parce que je vous cache pas que l'organisation de cet épisode a été un petit peu chaotique. Mais du coup, on va quand même évoquer certaines choses, notamment un petit peu d'organisation de cette Coupe du Monde. Alors, un premier élément qui n'est pas la responsabilité des Américains, un deuxième qui l'est un petit peu plus. Messieurs, la hype pour cette Coupe du Monde, ben, on la sent quand même un petit peu moins que dans 2022 au Qatar ou même les compétitions d'avant. Et puis, ben voilà, il y a plusieurs raisons. Le décalage horaire en est une, mais voilà, on a un peu de peine à s'emballer hein, jusqu'à présent, messieurs. Ouais, oui et non. Moi, j'avoue, bien sûr que toutes les règles et finalement, toutes les nouvelles choses qui ont été instaurées dans cette Coupe du Monde, notamment les pauses boissons, ne contribuent pas à ce que je sois complètement emballé. Après, moi, j'avoue que j'ai commencé cette compétition avec un esprit assez décalé par rapport aux dernières échéances footballistiques que j'ai cette saison. Et puis quelque part, ben, j'arrive quand même avec le premier match à relativement vite me prendre au jeu et puis me dire, bon, ben, les matchs de 3h du matin, 4h du matin, j'abandonne. Mais ceux que je peux regarder à partir de 18h, en général, j'essaye de dégager du temps pour les regarder. Donc rien que par rapport à ça, avec tout ce qui entoure cette Coupe du Monde, je considère que c'est une réussite, personnellement. Après, bien évidemment, on n'est pas dupe sur tout ce qui se passe. Ouais, effectivement, hein, Zone Fanatique n'est pas une émission politique. On va pas épiloguer par rapport à ça. Mais il y a quand même des choses voilà, sur lesquelles on peut difficilement Disons fermer que les yeux. ça fait beaucoup de choses sur lesquelles ça commence à faire déjà quasiment 10 événements différents où la politique des États-Unis cause des problèmes pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Et ça pourrait être c'est très discuté, mais on sent quand même que la FIFA et que Infantino reste quand même très marionnette de Trump et ne dit rien. Je me souviens quand même que pour le Qatar, on avait fait un immense scandale, il y avait beaucoup de boycotts et tout. Là, je trouve que on ose moins s'exprimer vis-à-vis des États-Unis, vu de la puissance politique du pays. Voilà, merci Colin. Cette intervention vient de te coûter l'entrée aux États-Unis pendant les 20 prochaines années. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais sinon, voilà, c'est très pertinent. Voilà. Écoutez, je propose que pour la diffusion sur les canaux nord-américains, je censure ce passage pour ne pas que Colin puisse finir en prison dans le futur. J'ai pas envie de me retrouver comme Brel Mbolo, s'il vous plaît. Ouais, bah lui, il était quand même sur le terrain et puis il a marqué son but. Donc voilà. Je te La signale, deuxième chose, je te signale quand même, Colin, un truc, c'est que tu as quand même dans un film,
T'as quand même des Français qui ont réussi à finir en prison à Los Angeles parce qu'ils avaient fait tomber le D de Hollywood. Donc, ça dit à quel point les Américains sont prêts à se frustrer. Donc, fais attention quand même. Ouais. Pas grave, je suis déjà allé assez de fois dans ma vie aux États-Unis. Ah là là, il fait le blasé en plus. La deuxième chose, alors là, qui nous hype pas du tout, et puis c'est 100% la responsabilité des Américains. Moi, je vais appeler ça la soccerisation du football. Petite pique, passage sur le nom de ce sport déjà. Il faut le rappeler, les Nord-Américains sont les seuls à appeler le football soccer. Mais voilà, cette prédominance de l'économie, de la publicité, ce qui aboutit à des hydration breaks qui ressemblent furieusement au power break du hockey. Alors, on dit souvent dans le hockey, oui, mais il y a aussi toutes les pauses, il y a les publicités. Oui, mais au hockey, les power breaks servent aussi à remettre la glace en état. Hein, on a des joueurs qui patinent. Ça a aussi un but pour la qualité du jeu proposé. Là, c'est Hydration Break qui dure 5 minutes avec la mainmise de Fox sur le processus. C'est bon, quoi. Rendez-nous notre sport, rendez-nous nos matchs qui durent 2 heures et pas 2 heures et demie, voire 2h45 de diffusion, quoi. Les matchs ne commencent pas à l'heure. En plus, je crois que honnêtement, il n'y a aucun match qui a commencé à l'heure auquel c'était prévu. Oui, moi je trouve que c'est un peu dommage et puis ça coupe l'élan des équipes quand elles sont en plein match, des temps forts et tout ça aussi. Faut dire ce qui est, hein, c'est compliqué. Il y a des équipes qui profitent de ces temps forts et en fait c'est plus demi-temps, c'est 4 cartons C'est en fait. limite. Ouais, c'est 4 cartons, vraiment. Et, Et euh, et- bah, 5 minutes, les équipes, elles se posent, elles boivent le café en attendant que la publicité passe, quoi. Mhm. Hein, Et c'est même pas, il fait même pas si chaud parce que je me souviens du Qatar où il devait faire encore plus chaud qu'aux États-Unis. Là, ils ont des matchs où il fait à peu près 25 degrés à tous les matchs. C'est des températures qui sont convenables pour jouer au football. mm. Je pense que même en Europe, sur les derniers matchs, ils ont dû finir avec des matchs où il faisait beaucoup plus chaud et il n'y a pas eu besoin de ces hydration break ou ces power Ouais. break. Et ça, c'est vraiment un point très négatif de cette Coupe du Monde pour l'instant. Et ouais, c'est complètement. Les gars, vous avez besoin de chier au début du match. Vous n'avez pas besoin d'attendre la mi-temps pendant la pause, l'hydration break. Vous avez le temps d'aller poser votre caca tranquille et vous revenez. Le match, il a pas repris, quoi. C'est ça. C'est hallucinant. Et là où c'est encore plus hallucinant, c'est quand on nous dit que ces breaks, plus tard dans la compétition, il y aura des shows, il y aura des concerts. Donc ça veut dire qu'il y aura Shakira ou je sais pas qui va venir pousser la chansonnette pendant, puis les joueurs ils seront comme des cons au bord du terrain à regarder le truc. Mais par Et exemple, les, là, les- je regarde. Là, on est sur. Il y a Belgique, Égypte. La Belgique vient de mettre un but, hydration break. Fin du temps fort de la Belgique, Ah, la c'est Belgique a dommage. marqué. Ouais, Ok. Lukaku, qui vient de rentrer, premier ballon et mes buts. Voilà, je garde l'actualité du score, mais non, ça casse tout. Et puis, bah, le plus gros danger, c'est quand même que bah, normalement, entre les mi-temps, il y a 15 minutes. Là, pour la finale, ils annoncent, je crois, une pause d'une demi-heure pour faire un show à l'américaine, comme tu l'as dit, Mirko, et comme si on était au Super Bowl. Hmm. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, événement qu'ils considèrent d'ailleurs comme plus grand que la Coupe du Ouais, Monde, hein, ça aussi, 200 on millions de va le dire. viewers, c'est plus que 3 milliards de personnes qui regardent une finale. Bah, 200, c'est plus grand que 3, quoi. Sacré joueur, hein, Lukaku, à part ça. Hein. Donc, voilà. Euh, ouais, ça nous dérange un petit peu. Et puis, bah, on espère que ça augure pas le futur. On est vraiment sur une parenthèse américaine avec la FIFA qui se couche devant les exigences américaines, mais que la compétition sera autre chose dans 4 ans en Espagne, au Portugal et puis au Maroc. Mais on a peur hein, quand même. On a peur que ça se passe, ce soit le futur finalement du football. Et c'était chaud et c'est qui dénature complètement notre sport. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai un peu peur que ça soit
la révolution du football et puis qu'après ça envahisse toutes les compétitions. Bon, je crois Ouais. que Ceferin, il n'est pas trop chaud pour intégrer ça aux compétitions de l'UEFA. L'UEFA est plutôt critique vis-à-vis de ce que fait la FIFA et justement va à l'encontre de différentes choses que fait Infantino, heureusement. Par contre, je viens de voir sur le ralenti de la célébration du banc belge que Rudy Garcia, il a dû se faire dicter sa tenue Alors, fais-nous une vestimentaire. petite mime de la célébration de Rudy Garcia, s'il te plaît, Osvaldo, pour Non, les c'est gens pas qui nous une question de suivent mime, c'est une question en de style vidéo. vestimentaire. Là, c'est une question de style vestimentaire, mais il est habillé avec une casquette de baseballeur américain avec chemise bleue et cravate rouge. Ça fait vraiment genre c'est la fédération américaine ou bien la politique américaine qui m'a dicté la manière de m'habiller et pas la fédération belge, quoi. C'est quand même phénoménal, quoi. C'est quand même phénoménal. Ah, mais Merci pour cette anecdote. On vous glissera peut-être j'adore. Alors, une photo dans le j'adore. montage de Rudy Garcia pour que vous puissiez comprendre. Mais voilà, du coup, Osvaldo, tu es Phénoménal. obligé de venir en complet rouge et bleu, cravate, avec une casquette de baseball pour le prochain Zone Fanatique auquel tu participeras. Non, mais c'est C'est phénoménal. ton gage. Je viens de voir ça. C'est La cravate qui tombe au niveau du nombril de Garcia, c'est extraordinaire. non, c'est extraordinaire. Bref, vous verrez ça Ah, plus tard. peut-être qu'il sera licencié pour mauvais goût vestimentaire à la suite du premier match de la Belgique. On sait pas. Voilà, messieurs, on va pouvoir passer à la quatrième et dernière séquence de Zone Fanatique. La dernière séquence, c'est toujours la plus courte, évidemment, c'est la zone de vérité. C'est les pronostics de l'équipe. Aujourd'hui, on va se contenter d'un seul pronostic, c'est celui de Suisse-Bosnie. Allez, Colin, mouille-toi. À quel genre de match et à quel résultat peut t'attendre pour ce match? Moi, je vais dire un 3-1 pour la Suisse. Donc, une Suisse qui réagit et qui confirme cette fois-ci son statut avec la manière. C'est ça. Osvaldo? Je pense qu'on gagne, mais qu'on va souffrir comme des bêtes. 2-1. Ouais, moi j'étais parti aussi sur un 2-1. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on arrivera à garder notre cage inviolée sur ce match, mais l'équipe de Suisse va réagir et puis je vais pas dire confirmer le premier résultat, non, parce que voilà, mais en tout cas confirmer son statut de favori contre les trois équipes et aborder le dernier match avec 4 points. C'est beaucoup plus confortable que 1 ou 2. Voilà, merci de nous avoir regardé ou écouté. Ça va dépendre sur quelle plateforme vous suivez Zone Fanatique. Et puis, on se retrouve très prochainement pour le 3e épisode. Bye bye tout le monde. Ciao, Ciao, ciao. ciao.